Japon s'étend une superstructure si vaste qu'on peut la voir de l'espace. C'est le premier aéroport construit en pleine mer sur la plus grande île artificielle de notre époque. On y accède par le pont le plus long de son type. C'est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture moderne. Mais sa conception remarquable n'a pas su vaincre une nature hostile. Aujourd'hui, le système D vient au secours d'une machinerie ultra sophistiquée. Kansai est-il l'aéroport du futur ou est-il condamné à sombrer sous les flots? Le Japon, où les gratte-ciel toisent les édifices des temps anciens. Où la sérénité éternelle se mêle à l'industrie toute puissante. Et où l'une des merveilles du génie humain a surgi des eaux. Cette superstructure du XXIe siècle, longue de presque 2 km, est le terminal de l'aéroport international du Kansai. Tel un gigantesque oiseau de mer, il flotte sur une île artificielle dans la baie d'Osaka. Gracieux et aérien, cet aéroport japonais est une réussite architecturale et une merveille technologique. Lors de son ouverture, 10 000 visiteurs s'y pressaient chaque jour. Ils ne venaient pas prendre l'avion, mais voir le bâtiment. C'est très révélateur. Pour construire le tout premier aéroport de ce genre, architectes et ingénieurs ont dû se confronter aux lois de la nature et trouver les solutions pour relever ce formidable défi. Pendant 7 ans, des milliers d'ouvriers ont travaillé à la construction de la plus grande île artificielle contemporaine, à plus de 5 km des côtes, dans des eaux de 18 mètres de profondeur. Ils ont ensuite bâti l'édifice le plus long du monde et réalisé le projet de bâtiment public le plus ambitieux du XXe siècle. L'aéroport est souvent le premier et le dernier aperçu que l'on a d'une ville. Il doit représenter la ville. Il doit être beau, donner une impression favorable pour les visiteurs qui arrivent et partent. Désormais, on ne construit plus de cathédrales, mais de grands aéroports. L'aéroport international du Kansai est un chef-d'œuvre, universellement reconnu comme l'un des plus beaux aéroports et l'un des projets de construction les plus ambitieux du monde moderne. Avant Kansai, personne n'avait jamais construit d'île dans des eaux si profondes et si éloignées des côtes. Des poutres d'acier au déjeuner des ouvriers, tout a dû être transporté par bateau sur le chantier. Pour créer cette île, les ouvriers ont déplacé 21 millions de mètres cubes de terre, planté 1 million de colonnes d'acier dans le fond de l'océan et travaillé durant 10 millions d'heures. J'ai survolé le site en hélicoptère et je me suis dit, ça va être un sacré défi. Pourquoi avoir choisi de construire cet aéroport au milieu de la mer? Aussi fou que paraisse ce projet, construire un aéroport sur la terre ferme aurait été plus difficile encore. Située au centre du Japon, la région du Kansai couvre 26 000 km². Elle enserre l'île de Honshu à quelques 480 km au sud-ouest de Tokyo. La région comprend 2 des villes les plus importantes du Japon
les centres industriels tentaculaires d'Osaka et de Kobe. Dans les années 1960, les cités du Kansai étaient en perte de vitesse. Tokyo était le passage obligé de l'import-export japonais. Pour concurrencer la capitale, il fallait au Kansai un nouvel aéroport international. Cet aéroport était très important non seulement pour le Kansai, mais aussi pour l'ensemble de l'économie japonaise. Avant sa construction, toutes les sociétés basées dans la région devaient faire transiter leurs marchandises par Tokyo pour les faire sortir du pays. C'était très pénalisant. L'aéroport d'Osaka, Itami, était situé au milieu d'une zone résidentielle très dense, dangereusement cernée par de nombreux bâtiments. Le vrombissement permanent des moteurs incommodait les résidents. Il était hors de question d'agrandir Itami, mais trouver un autre terrain l'était tout autant. Dans ces zones densément peuplées, les terrains libres étaient rares et peu de gens étaient prêts à quitter ceux qu'ils possédaient. En 1969, Tokyo entreprend la construction d'un aéroport international à Narita, une banlieue éloignée peuplée en majorité de fermiers. Quand le gouvernement confisque des terres pour construire l'aéroport, la protestation éclate. Des fermiers furieux assiègent le site de construction de Narita et des activistes tirent des roquettes sur les pistes. La police arrête plus de 3000 manifestants au cours d'affrontements qui feront 7 morts. Ces manifestations retarderont la construction de l'aéroport de presque 10 ans. Dans le cas de Narita, le gouvernement n'a pas tenu les populations informées. Il leur a en quelque sorte forcé la main. C'est ce qui a causé cette résistance si vive. Pour éviter la pollution sonore et la colère des populations, la solution est simple. Il suffit de construire l'aéroport du Kansai dans les eaux de la baie d'Osaka. Sur l'eau, un aéroport ne dérange personne. Il peut fonctionner 24 heures sur 24 et devenir même plus compétitif que celui de Tokyo. Mais ce plan présente d'autres dangers. Les pêcheurs d'Osaka risquent de s'opposer à un aéroport sur mer aussi férocement que les fermiers de Narita sur terre. Les poissons empruntent des routes que les pêcheurs connaissent. Si ces routes viennent à changer, la tâche des pêcheurs se complique. Les poissons ne se déplacent pas sur des autoroutes balisées. Il est difficile de les retrouver. Pour éviter un nouveau Narita, les autorités offrent aux pêcheurs une grosse compensation financière pour les dédommager de la perte de leur zone de pêche. Ils acceptent. D'un point de vue politique, la voie est libre, mais les ennuis ne font que commencer. On dit souvent des 4 îles principales du Japon que, géologiquement, c'est l'une des régions les plus dangereuses du monde. Au XXe siècle, 9 séismes d'une magnitude supérieure à 7 ont secoué l'archipel, tuant plus de 150 000 personnes. On enregistre tous les mois des milliers de secousses mineures. Les plus gros dégâts causés par les séismes sont ceux infligés aux édifices bâtis sur des terrains meubles qui se liquéfient lors des secousses. Et quand la terre ne tremble pas, ce sont des tempêtes meurtrières qui s'abattent sur le Japon. Depuis la Seconde Guerre mondiale, des centaines de typhons ont ravagé les côtes du pays, tuant près de 7000 personnes. Les vents cycloniques des typhons peuvent créer ce que les météorologues nomment une onde de tempête, une dangereuse montée des eaux côtières. Le 21 septembre 1934, une onde de tempête relève de 3 mètres le niveau des eaux de la baie d'Osaka plusieurs heures durant. Le typhon tue 3000 personnes. À 5 km des côtes, l'aéroport du Kansai est pleinement exposé à la fureur des typhons.
Un tel phénomène va-t-il un jour détruire cet aéroport d'une valeur de plusieurs milliards d'euros? Un tremblement de terre peut-il désagréger ses fondations? Les tempêtes vont-elles endommager ses liens avec la Terre? Le nouvel aéroport du Kansai doit pouvoir résister aux assauts les plus implacables de la nature. Les architectes dessinent une île de 4 km de long sur 1,2 km de large, entourée d'une gigantesque digue rectangulaire sur un périmètre de 11 km. Pour remplir ce cadre, on doit y déverser 21 millions de mètres cubes de terre. Le concept paraît simple. C'est une version agrandie de projet que les ingénieurs japonais ont su mener à bien à de nombreuses reprises. La zone côtière du Kansai est constituée d'usines bâties sur des polders. Mais à 5 km des côtes, les conditions sont tout à fait différentes. Le fond de la mer est une couche profonde de 100 mètres d'argile meuble. Elle est si meuble que si on pouvait assécher la mer, on ne pourrait pas marcher dessus. D'après les tests, l'île va reposer sur 2 couches d'argile. La première, de l'argile alluvionnaire, n'inquiète pas les ingénieurs. Ils ont l'habitude de construire dessus. Mais à 5 km des côtes, une strate plus profonde et plus ancienne, appelée argile diluviale, s'étend à 300 mètres sous la couche alluvionnaire. Les ingénieurs n'ont jamais rien bâti sur de l'argile diluviale. Personne ne sait encore comment elle va réagir lorsque la plus grande île artificielle du monde pèsera dessus. Notre problème était de prédire l'effet de la compression de cette couche d'argile profonde et ancienne. C'était la première fois que cela se présentait dans l'histoire de l'ingénierie humaine. Pour analyser l'état du terrain des fondations, on a conçu une méthode d'échantillonnage de l'argile. Nous avons calculé des choses comme la corrélation entre la résistance et la densité de la pression pour comprendre la nature du sol. Les scientifiques analysent les échantillons prélevés au fond de l'océan pour déterminer l'amplitude de l'affaissement de l'aéroport. Les avis divergent. Pour certains, il s'enfoncera de seulement 6 mètres. D'autres annoncent avec insistance un chiffre de 8 mètres. Les responsables prennent une décision sans appel. Pour réduire les coûts, ils rejettent les prédictions les plus pessimistes et projettent que l'aéroport ne s'affaissera que de 6 mètres. Janvier 1987. Avec des prières pour la sécurité des ouvriers, la construction de l'aéroport international du Kansai commence. La première tâche consiste à renforcer la couche argileuse afin qu'elle puisse supporter le poids colossal de l'aéroport. Pour renforcer les fonds marins, les ingénieurs utilisent une méthode bien rodée, le drainage par sable. Des bateaux spécialement conçus stationnent au-dessus du chantier. Ils commencent par répandre une couche de sable d'1,50 m sur le fond de l'océan, puis enfoncent profondément 1 million de tuyaux dans l'argile. Ce processus entièrement automatisé est contrôlé par ordinateur depuis les bateaux. Ensuite, d'immenses barges équipées de sonnettes de battage remplissent chaque tuyau de sable. Enfin, les ordinateurs commandent le retrait des tuyaux, laissant derrière eux 1 million de colonnes de sable. Le poids de l'aéroport peut dès lors peser sur l'argile gorgée d'eau. Sous l'action de son poids, l'eau passe de l'argile au sable qui, ainsi drainé, se met à durcir. Mais les drains de sable n'atteignent pas la couche diluviale inférieure. Elle ne peut être stabilisée. Les drains sont en place, on peut bâtir la digue. Pour empêcher que les vagues ne la désagrègent, on consolide la digue avec d'énormes pierres. À 18 mètres de profondeur, des plongeurs placent les pierres en position. Ces professionnels expérimentés
ont travaillé à divers projets de construction sous-marine, mais jamais à une telle profondeur, ni si loin des côtes. Dans les fonds tourmentés de l'océan, les dangers sont légion. On déplaçait des pierres qui pesaient entre 1 et 2 tonnes chacune. On était loin de la côte, les vagues étaient plus grosses. C'était difficile, mais on l'a fait, même par mauvais temps. Un plongeur a eu la jambe amputée jusqu'à la cuisse. Elle avait été écrasée par une pierre soulevée par les vagues. La mort était toujours présente à notre esprit. Malgré les dangers, la construction de la digue se poursuit. Les ouvriers installent 69 piliers d'acier. Chacun de ces géants mesure 23 mètres de haut, pour 23 mètres de diamètre et pèse plus de 200 tonnes. Des sonnettes de battage les enfoncent dans le fond de l'océan pour former les coins de la digue. On dépose ensuite 48 000 blocs de béton à 4 pointes tout le long des murs sud et ouest de la digue, là où la mer est la plus forte. Ces étranges blocs sont conçus pour disperser la puissance des vagues. En juin 1989, après 2 ans et demi de labeur, la digue est achevée. Il s'agit à présent de trouver assez de terre pour constituer l'île. Sur la terre ferme, des équipes se relaient 24 heures sur 24 pour creuser 3 montagnes entières. D'immenses barges transportent ensuite la terre recueillie sur le chantier. Pendant 3 ans, une flotte de 80 navires dépose de la terre à l'intérieur de la digue, jusqu'à former une épaisseur de 30 mètres sur le fond de l'océan. Chaque barge est guidée par GPS jusqu'à l'emplacement exact de son déchargement, grâce à des ordinateurs embarqués. On remplit l'île de gravier et de pierres brutes de 3 tailles différentes. Les ingénieurs espèrent que ce mélange résistera à la liquéfaction en cas de tremblement de terre. L'île émerge lentement des eaux, malgré des manifestations hostiles à sa construction aussi violentes que celles de Narita. À l'automne 1987, des grues flottantes géantes apportent dans la baie d'Osaka les premières piles de ponts préassemblés pour les river à des pieux enfoncés dans les fonds marins. Au printemps 1989, 29 de ces piles sont alignées entre l'île et la terre. Les grues géantes apportent alors d'énormes modules d'acier. Ils mesurent chacun plus de 150 mètres et pèsent plus de 4000 tonnes. Assemblés, ils forment un pont à treillis à 2 niveaux de plus de 3 km de long, soit 1/3 de plus que le Golden Gate Bridge à San Francisco aux États-Unis. La facture s'élève à plus d'1 milliard de dollars. Au niveau supérieur, une autoroute. Au niveau inférieur, une voie ferrée. Ce pont colossal est équipé de joints flexibles afin qu'il puisse plier et non se rompre en cas de typhon. En mars 1990, le pont est terminé et l'île aéroportuaire presque achevée. Cette île artificielle a vu le jour grâce aux efforts, à la sueur, au sang et aux larmes de plus de 10 000 personnes qui ont travaillé très dur. Sur l'île du Kansai, les premières sociétés de construction commencent les préparatifs d'une tâche monumentale, la construction du terminal passager. Mais en mars, les ingénieurs font une découverte alarmante qui menace l'avenir du projet. L'aéroport du Kansai s'enfonce dans la mer. Les responsables du projet s'attendaient à ce que l'île s'enfonce d'environ 6 mètres dans la couche meuble du fond marin. Mais en mars 1990, elle s'est déjà affaissée de 8,20 mètres et elle continue de s'enfoncer de 5 cm par mois. Personne ne sait où cela va s'arrêter.
Personne ne sait exactement quoi faire. Cela dépasse complètement notre expérience. Je crois que sa très grande taille et son poids démesuré ont contribué à créer un effet jusqu'alors inconnu. La révélation secoue Osaka et le pays entier. La presse étrangère surnomme Kansai l'aéroport naufragé du Japon. Certains le comparent à la plus célèbre faillite de l'histoire du génie civil, la tour penchée de Pise. Après 20 ans de préparatifs, 3 ans de construction et des milliards dépensés, l'aéroport du Kansai pourrait bien ne jamais voir le jour. Le trait de génie est devenu folie des grandeurs. La colère du public monte. Le président de l'aéroport du Kansai démissionne et les ingénieurs tentent de trouver une solution, si toutefois elle existe. On ne peut enrayer la compression de ce type de sol. On dispose de techniques variées pour l'éviter jusqu'à des profondeurs de 50 ou 60 mètres. Mais ici, on parle d'une profondeur de 200 mètres. Et il n'existe aucune technique capable de s'appliquer à une telle profondeur. Pour que l'aéroport reste au-dessus du niveau de la mer, on rajoute 3,50 m de terre sur l'île. Coût de l'opération, 150 millions de dollars, soit plus de 123 millions d'euros. On lâche un poids de 20 tonnes sur la piste pour en compacter le sol. On décide ensuite de recouvrir les pistes d'asphalte qui absorbent mieux les mouvements terrestres que le béton. Mais le problème principal reste entier. L'heure est venue de construire le terminal de l'aéroport international du Kansai. Mais comment faire sur une île qui s'affaisse? Pendant que les ingénieurs réfléchissent, les architectes du terminal perfectionnent leurs plans. Noriaki Okabe a passé 25 ans en Europe, où il a collaboré avec un architecte italien mondialement connu, Renzo Piano. Ensemble, ils ont conçu des édifices remarquables comme le célèbre Centre Pompidou à Paris. Mais l'aéroport du Kansai n'est pas un défi comme les autres. Le terminal doit être assez petit pour tenir sur une île artificielle, mais assez grand pour accueillir toutes les fonctions complexes d'un aérogare international. Il doit être assez élevé pour impressionner les passagers, mais assez bas pour permettre aux contrôleurs aériens de voir tous les avions sur le tarmac. Un véritable casse-tête architectural. Ce qui inspire souvent les architectes, c'est de visiter le site avant de commencer à travailler. Mais il n'y avait pas de site ni de terrain. En quête d'une autre source d'inspiration, les architectes se tournent vers les structures de la nature. C'est dans les formes géométriques de la nature qu'ils trouvent comment concevoir un terminal à la fois bas et élevé. La réponse, c'est le tore, la forme qu'on retrouve à la fois dans les champs magnétiques, les courants de convection, les roues de vélo, les beignets et les fruits. Le terminal monumental de Kansai n'est que la partie visible d'un gigantesque tore de 32 km de diamètre décrivant un cercle dans la croûte terrestre. Cette forme permet au bâtiment de s'élever à 26 mètres de haut, avec des ailes effilées de 6 mètres. Les visiteurs peuvent l'admirer, la vue des contrôleurs est dégagée, un événement dans l'histoire de l'architecture. Le tore est la forme la plus répandue dans la nature. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'elle a été utilisée, du moins pour une structure de cette taille. Depuis la construction de Kansai, le tore est devenu très à la mode. Les ingénieurs britanniques maîtrisent désormais cette forme. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Au printemps 1990, une équipe internationale d'architectes et d'ingénieurs achève le plan novateur du terminal de l'aéroport du Kansai. Les plans sont prêts,
mais un problème de taille retarde le début des travaux. Une fois construit, le terminal pèsera moitié moins que l'énorme volume de terre qui constitue ses fondations. Or, l'île s'affaisse dans la mer. Le terminal, plus léger, ne s'enfoncera pas aussi vite qu'elle, et sa structure massive se disloquera dans ce rapport de force contraire. Le problème, ce n'est pas que l'édifice s'enfonce dans le sol, mais que le sol s'enfonce plus vite que l'édifice. On oublie souvent qu'un bâtiment flotte sur le sol, et c'est pourquoi il a besoin de fondations. C'est comme un bateau, surtout quand la terre est fraîche. On a donc lesté le terminal avec 250 000 tonnes de minerai de fer. Les ingénieurs déposent une couche de 2,50 m de minerai de fer sur les fondations du terminal en espérant que ce poids supplémentaire lui permettra de couler aussi vite que l'île. Le 24 avril 1991, le terminal entre en construction. Il faudra 3 ans pour l'achever. Suivant les plans des architectes, les ouvriers érigent quelques 30 poutres d'acier pour soutenir le toit. Chacune de ces poutres pèse plus de 200 tonnes. On assemble ensuite le squelette du terminal, 250 côtes forgées en Grande-Bretagne et transportées par mer au Japon. On installe 5000 panneaux de verre sur sa façade incurvée. Chaque panneau est enserré dans un cadre de caoutchouc afin de le protéger contre les tremblements de terre ou les typhons. Le toit est recouvert de 90 000 tuiles d'acier inoxydable conçues pour résister au vent des plus terribles typhons et aux secousses sismiques. Les ouvriers posent les tuiles une par une, à la main. La violence des vents océaniques rend leur tâche difficile et parfois impossible. En 1993, le terminal se dresse enfin sur l'île. Plus d'1 million de personnes, ouvriers, architectes et ingénieurs, ont contribué à son édification. Aujourd'hui, Noriaki Okabe se promène avec fierté dans cette superstructure universellement reconnue comme le plus magnifique des terminaux d'aéroport. C'est un bâtiment très long, sans doute le plus long qui ne soit pas une usine, mais simplement une vaste salle passante. Le plus frappant, c'est cette relation intime qu'il crée entre les personnes qui évoluent à l'intérieur, mais aussi entre ces personnes et le bâtiment, qui semble s'ouvrir sur leur passage pour les guider. C'est un sentiment assez étonnant dans un édifice de cette taille où la technologie prime. Et c'est l'une de ses plus belles réussites. Qu'ils arrivent par la route, la voie ferrée ou la mer, les passagers transitent tous par ce que les architectes appellent le canyon. Un vaste espace ouvert de 30 mètres de haut et 300 mètres de long. Ces 4 étages sont reliés par des escalators et des ascenseurs bourdonnants. Ils sont conçus pour impressionner, mais aussi pour informer. Si cet espace est si grand, c'est pour que les gens puissent s'orienter. Où que l'on soit, on voit l'ensemble de la structure. Après avoir traversé le canyon, les passagers ne se retrouvent pas dans un complexe tentaculaire à terminaux multiples, comme dans nombre d'aéroports. Les arrivées et départs des vols intérieurs et internationaux sont étalés verticalement sur les 4 étages du bâtiment. Une série d'escalators emmène les voyageurs vers les niveaux des départs et des arrivées.
Ils aboutissent alors dans un espace spectaculaire, la zone de départ. Une véritable cathédrale dont les 2 km de long font de cet aéroport le plus étendu au monde. Des trains automatisés transportent les passagers vers les 41 portes d'embarquement. Le trajet entre le terminal central et le bout de chaque aile du bâtiment ne prend que 90 secondes. Comment climatiser un bâtiment de cette taille? Un ingénieux système résout le problème. Si l'on projette un gros jet d'air dans un très grand espace, il se disperse. L'idée novatrice qu'on a appliquée à Kansai, c'est de créer un plafond dont la forme reproduit celle d'un jet d'air et de plaquer ce jet au plafond. Si l'air reste plaqué au plafond, il va 2 fois plus loin que dans un espace ouvert et il crée un courant de circulation bien plus fort. Gigantesques mais gracieux, ces 18 diffuseurs envoient l'air le long du plafond à l'intérieur de gaines de tissu qui lui permettent de circuler. Des mobiles colorés matérialisent la circulation de l'air. Et c'était la première fois qu'on climatisait un édifice de cette taille, et c'était également la première fois que la forme de son toit et de sa structure était en conformité avec le trajet d'un courant d'air propulsé. C'est un bâtiment complètement en phase avec la technologie de son époque et qui ouvre une nouvelle voie. Le terminal est achevé, mais son avenir semble compromis. L'île continue de s'enfoncer dans la mer. Malgré son lest de minerais de fer, le terminal menace de se fissurer à mesure que l'île, plus lourde, s'affaisse davantage. Les ingénieurs trouvent alors une solution étonnamment simple. Dans le sous-sol, 900 piliers de béton supportent le poids du bâtiment, mais ce n'est pas leur seule fonction. Des capteurs placés sur les piliers indiquent aux ordinateurs de la salle de contrôle l'amplitude de l'affaissement du terminal. Des techniciens analysent les graphiques en quête de problèmes. Cet écran montre l'affaissement actuel du bâtiment. Les zones rouges sont moins affaissées que les bleues. Lorsque l'ordinateur avertit que l'affaissement de l'île menace de disloquer le terminal, des ouvriers abaissent ou relèvent les piliers de la zone à risque pour qu'elle reste à niveau. Ils utilisent de puissants vérins hydrauliques qui peuvent déplacer les piliers jusqu'à 38 cm si nécessaire. Les ouvriers insèrent des plaques de fer sous les piliers pour les maintenir en place lorsqu'on enlève les vérins, comme on place un bout de carton sous le pied d'une table bancale. Mais l'aéroport du Kansai repose sur 900 pieds et pèse presque 3 millions de tonnes. D'après ce que je sais, c'est une solution qui a fait ses preuves au Japon. Elle peut sembler primitive, mais je pense que c'est une réponse parfaite au problème posé. En réalité, le sous-sol dans son ensemble est fait pour se mouvoir de bas en haut. La climatisation et les autres systèmes sont rivés au plafond et non au sol. Au-dessus des portes, on a laissé quelques centimètres supplémentaires. Pour sauver l'aéroport, les ingénieurs tentent par tous les moyens de trouver des solutions. Ce terminal est réajusté en permanence. Je suis dans les escaliers qui relient le rez-de-chaussée au sous-sol. La marche sur laquelle je me tiens était au niveau du sol quand l'aéroport a ouvert. Ces 4 dernières années, on l'a relevé 3 fois. On a donc dû ajouter 2 marches supplémentaires. De telles mesures permettent à l'aéroport de gérer l'affaissement de l'île. Mais elles retardent aussi son achèvement de plus d'1 an. Le 4 septembre 1994, c'est enfin l'inauguration de l'aéroport international du Kansai. Le fils de l'empereur, le prince héritier Naohito et son épouse, la princesse Masako,
assistent à la cérémonie d'ouverture. 11 000 policiers sont présents pour prévenir tout esclandre de manifestants. Tout à leur joie, les constructeurs de l'aéroport sont loin de se douter que la nature va bientôt se déchaîner sur leur chef-d'œuvre. À l'aube du 17 janvier 1995, l'aéroport du Kansai fonctionne depuis 15 mois. Ce jour restera gravé dans les mémoires. À 5h46 du matin, un violent séisme d'une magnitude de 7,2 secoue la région du Kansai. Cette énorme secousse sera le plus grave tremblement de terre au Japon depuis celui de Tokyo en 1923. J'étais encore couché, il était très tôt. Je me suis senti projeté vers le haut. Chez moi, des assiettes sont tombées de l'armoire. Je n'avais jamais vécu de secousse aussi violente. La ville de Kobe est la plus durement touchée. Les quais sont submergés sous 3 mètres d'eau, des grues se renversent et l'une des digues du port s'effondre. Des voies ferrées et des autoroutes s'écroulent. Le tremblement de terre fait plus de 5 000 morts, 25 000 blessés et laisse plus de 300 000 personnes sans abri. L'aéroport du Kansai n'est qu'à 29 km de l'épicentre. Quand le séisme s'est déclaré, j'ai d'abord pensé à ma famille. Ma seconde pensée a été pour l'aéroport. Et si ces vitres avaient volé en éclats? Craignant le pire, les responsables se ruent vers l'aéroport. À l'extérieur du terminal, le bitume est fissuré, mais les dégâts semblent mineurs. Je me suis précipité à l'aéroport où je suis arrivé avant 7 heures. Quand je suis entré dans la salle de contrôle, tout fonctionnait normalement. L'aéroport semble avoir survécu à l'un des assauts les plus terribles de la nature. Il se dresse indemne au milieu de cette destruction. Cela semble trop beau pour être vrai. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on voyait Kobe brûler. Tout semblait normal, mais je craignais beaucoup pour les secteurs invisibles de l'aéroport. Les inspections confirment que les mesures prises pour le garantir des séismes se sont avérées efficaces. Les ingénieurs ont utilisé plusieurs types de roches concassées pour construire l'île. Quand le séisme a frappé, elles ont absorbé la secousse. Si les pierres avaient été plus petites, le sol de l'île aurait pu se liquéfier et causer l'effondrement de l'aéroport, comme ce fut le cas pour d'autres bâtiments. Mais grâce à son plan ingénieux, le terminal, si aérien, se révèle aussi solide que l'avaient espéré les architectes. Voyez cette passerelle. Elle est fixée au bâtiment de ce côté, et de l'autre, un système de coulisses permet d'absorber les chocs. Lors du tremblement de terre de Kobe, elle s'est déplacée de 10 cm à cet endroit. Même les immenses parties vitrées du terminal sont intactes. Il est important que le mouvement du toit ne se transmette pas à la verrière qu'il coiffe. On a conçu un système qui absorbe tout mouvement entre les deux structures, grâce à des joints coulissants ou pivotants. Lors du tremblement de terre, ce système a si bien fonctionné que pas un panneau de verre n'a été brisé.
Kansai reste ouvert dans la tourmente, servant de base pour l'arrivée d'équipes de secours et de matériel. Le terminal était le bâtiment le plus proche de l'épicentre du séisme qui a dévasté Kobe. Pourtant, ce n'est pas lui qui a été le plus durement frappé. Le terminal avait été conçu pour résister à tout cela, et il s'en est sorti sans aucun dégât. La survie de l'aéroport est un triomphe pour ses concepteurs. Il vient de prouver l'efficacité de son ingénierie et de son architecture. Mais 3 ans plus tard, il va de nouveau subir les caprices de la nature. Le 22 septembre 1998, un puissant typhon s'abat sur la côte japonaise, faisant 10 morts et plus de 200 blessés. Des vents soufflant à plus de 200 km/h balaient la baie d'Osaka, accompagnés de pluies torrentielles. À midi, la tempête atteint l'aéroport du Kansai. Le typhon a atteint sa vitesse maximale au moment où nous allions atterrir. Les vents étaient extrêmement forts. Le plus difficile, c'était pour les gens qui devaient nous guider sur le tarmac. Ils avaient du mal à ne pas s'envoler. Juste après notre atterrissage, les autorités ont fermé l'aéroport car la route reliant l'île et la côte était devenue impraticable. D'ailleurs, quand on l'a emprunté, on a vu une moto se renverser et 1 ou 2 autres accidents. Ils n'ont pas eu tort de fermer l'aéroport. Au soir, le typhon s'est éloigné et Kansai reprend ses activités. Le toit du terminal souffre de dégâts mineurs et les responsables de l'aéroport mesurent leurs chances. Le typhon aurait pu inquiéter l'île, qui n'est plus qu'à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ingénieux système de vérins de Kansai permet de garder le terminal à niveau, mais il n'empêche pas l'île de couler et l'aéroport de s'enfoncer de 30 cm par an dans la mer. Les scientifiques se demandent si l'affaissement va durer. Mais beaucoup pensent que s'il persiste, les vagues d'un typhon engloutiront un jour l'aéroport. Notre prochaine mesure sera la lutte contre l'envahissement par les eaux. Nous allons sans doute la mettre en œuvre d'ici 5 à 10 ans. Si l'île artificielle continue de sombrer au-delà d'un point fixé, on subira ce qu'on ne connaît aujourd'hui que lors de grandes marées ou de typhons, quand l'eau afflue dans l'île. C'est d'ailleurs notre grand souci actuel. Un avion ne peut pas atterrir dans une mare. Les pistes doivent rester sèches. Pour garantir l'aéroport contre les tempêtes, il faut surélever la digue qui l'entoure. Mais ce n'est pas tout. Si Kansai veut survivre économiquement, il doit s'étendre. Depuis son ouverture en 1994, le nombre de ses vols internationaux a quasiment doublé. Sur sa piste unique, il peut accueillir jusqu'à 160 000 décollages et atterrissages par an. En 2007, ce chiffre sera atteint. Sans une seconde piste, Kansai risque l'engorgement. Il est prévu de construire cette seconde piste et un autre terminal sur une île parallèle reliée à la première. Mais il faut pour cela bâtir dans des eaux encore plus profondes, sur un fond marin encore plus meuble. Pour les scientifiques, cette seconde île pourrait s'enfoncer plus profondément encore dans la mer. Sur le nouveau site, le terrain est trop meuble pour construire l'île. Et puisqu'il est impossible de l'empêcher de sombrer, on songe à construire un second terminal entre la première et la seconde île. Il flottera sur la mer comme un bateau et nous n'aurons plus à nous inquiéter de ce problème.
Mais l'affaissement n'est pas le seul obstacle à l'extension de Kansai. L'instabilité de l'aéroport a fait grimper sa facture à 15 milliards de dollars, soit plus de 12 milliards 340 millions d'euros, un dépassement de budget de 40%. Les intérêts sur la dette de Kansai s'élèvent à 560 millions de dollars par an, soit plus de 460 millions d'euros. Construire une seconde piste coûterait environ 14 milliards de dollars de plus, soit plus de 11 milliards 520 millions d'euros. Même s'il ne sombre pas sous les flots, Kansai pourrait bien être écrasé sous le poids de sa dette. Construire une seconde piste est une question de sécurité, mais aussi et surtout une nécessité économique. Hong Kong et Singapour disposent aujourd'hui d'aéroports ultramodernes. À Narita, Tokyo construit une seconde piste. Pour subsister dans le monde hautement concurrentiel de l'aviation asiatique, Kansai doit s'agrandir. Pour les ingénieurs, la seconde île est tout autant nécessaire. Ils veulent construire une digue plus élevée pour empêcher qu'un typhon submerge un jour la première île. Pour réaliser ce projet, il faudra fermer temporairement la première piste. Mais le coût faramineux du sauvetage de l'aéroport, ajouté à sa dette phénoménale, risque d'hypothéquer son avenir. L'aéroport du Kansai ne réalisera peut-être jamais le rêve de ses constructeurs, celui d'en faire la principale plaque tournante d'Asie. Mais ce ne sont pas les échecs de Kansai que l'on retient le plus, ce sont ses réussites. Sa conception suscite les éloges des connaisseurs et l'admiration des milliers de visiteurs qui transitent chaque année par l'aéroport. Je crois qu'il faudra du temps pour qu'on prenne la pleine mesure de ce projet. On en tirera certainement les leçons qu'au cours du XXIe siècle. On comprendra mieux alors ce qui a été accompli. Quoi que lui réserve l'avenir, l'aéroport international du Kansai symbolise à jamais l'audace de visionnaires qui ont osé s'attaquer à ce que personne n'avait jamais tenté. Une audace qui les a véritablement conduits à déplacer des montagnes, à créer une terre au milieu de la mer et à orner le Japon de ce joyau de l'aviation civile.